Je m'appelle Sophia Williams, j'ai 28 ans et je suis à 3 jours de mon mariage avec l'homme que j'aime le plus, Ethan Blackwood. Tout semblait parfait jusqu'à ce que ses riches parents me présentent soudain un contrat de mariage assorti d'une condition très stricte. Le signer ou le mariage est terminé. Ils ne s'attendaient pas à ce que derrière mon apparence simple se cache un homme d'affaires prospère, doté d'une fortune pouvant atteindre 9 millions de dollars et d'une détermination sans faille. Leurs visages arrogants étaient sur le point de rencontrer la seule personne qu'ils respectent vraiment, l'argent. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Si vous aimez les histoires de personnes oubliées qui changent les choses, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour me rejoindre dans ce voyage à contre-courant pour effacer ces sourires méprisants. J'ai grandi dans un quartier populaire de Chicago, où mes parents étaient professeurs de lycée et m'ont inculqué les valeurs de l'éducation et du travail. Nous étions aisés, mais pas riches. Chaque centime de mes frais de scolarité provenait de bourses que je finançais grâce à mes nuits blanches et à mes excellents résultats scolaires. J'ai obtenu un diplôme en informatique à Northwestern et je me suis lancé à corps perdu dans le monde de la technologie, déterminé à réussir à ma façon. Mon grand-père était mon plus grand soutien. À son décès pendant ma dernière année d'université, il m'a laissé un héritage inattendu. Son style de vie frugal cachait des décennies d'investissements judicieux qui ont porté sa fortune à 7 millions de dollars, qu'il m'a légués. J'en ai investi la majeure partie et utilisé une petite partie pour créer une start-up de logiciels éducatifs. À 26 ans, l'entreprise avait progressé de 2 millions de dollars, portant ma fortune nette à 9 millions de dollars. Mais personne ne l'aurait deviné en me voyant. Je vis dans un appartement modeste, je conduis une voiture raisonnable et je m'habille modestement, mais sans extravagance. Je veux réussir ou échouer en fonction de mes capacités, et non de mon compte en banque. Mon patrimoine est un secret bien gardé, connu uniquement de mes parents, de ma meilleure amie Jenna et de mes conseillers financiers. J'ai rencontré Ethan lors d'un dîner de charité soutenant des programmes éducatifs pour les enfants défavorisés. Mon entreprise avait sponsorisé le logiciel, et je représentais le donateur. Ethan était venu car les Blackwood étaient toujours présents lors des événements sociaux importants. Il se distinguait non seulement par sa grande taille et ses chaleureux yeux marrons, mais aussi par sa sincérité envers la cause du parti. Nous avons discuté sans détour des inégalités scolaires, de nos sentiers de randonnée préférés et de notre amour pour la cuisine thaïlandaise épicée. Lorsqu'il m'a demandé mon numéro, je n'ai pas hésité, même si je connaissais ses origines familiales. Les Blackwood étaient une riche et vieille famille de Chicago, dont le cabinet d'avocats représentait de nombreuses entreprises puissantes. Notre premier rendez-vous s'est déroulé autour d'un pique-nique au Millennium Park. Ethan avait apporté du pain maison et avoua avoir fait des recherches sur mon entreprise en ligne et avoir été impressionné. C'était Ethan, prudent mais sincère. Nous sommes devenus inséparables, avec des escapades de week-end, des séances de cuisine ratées dans ma cuisine, des débats intellectuels qui duraient jusqu'à l'aube et une profonde connexion intime qui faisait disparaître tout le reste. Il n'affichait pas sa richesse, et moi non plus. L'argent n'avait pas d'importance dans la vie que nous avions bâtie ensemble. Il appréciait ma passion pour le travail et mon indépendance. J'appréciais son sens de la justice et de l'équité en droit, malgré son éducation aisée. Lorsqu'il m'emmena rencontrer ses parents 6 mois plus tard, je remarquai les premiers signes d'une rupture. Le manoir Blackwood était vaste, situé dans le quartier le plus exclusif de Lake Forest, avec des jardins méticuleusement entretenus et une maison pouvant accueillir 8 familles. Richard et Victoria Blackwood étaient polis, mais froidement évaluateurs. Victoria était particulièrement douée pour poser des questions superficielles, mais qui cherchait néanmoins à sonder mon passé. Northwestern est une bonne école, dit-elle au cours du dîner. Le programme de bourse est-il adéquat? Vos parents sont tous deux enseignants. Une profession admirable.
même si je suppose que les difficultés financières sont inévitables. Ethan ignora ou choisit d'ignorer ces allusions. Il était le cadet de 3 enfants, habitué à traiter sa mère avec tact. Son père était plus direct, mais il m'ignorait toujours dans cette conversation concentrée, ne parlant que de ce qu'Ethan connaissait, me laissant de côté. Pourtant, je l'aimais, et ses frustrations étaient bien peu de choses comparées à la joie qu'il m'apportait. Lorsqu'il m'a demandé en mariage lors de notre 2e anniversaire de mariage, lors d'une croisière au coucher du soleil sur le lac Michigan, j'ai dit oui. La bague de sa grand-mère, une élégante émeraude, me convenait parfaitement. L'organisation du mariage avait commencé comme un rêve, mais les fondations commençaient à se fissurer. Victoria s'occupait de tout, du lieu aux fleurs, sans jamais vraiment parler d'argent, mais il était implicitement entendu que Blackwood paierait la facture, car je ne pouvais clairement pas me permettre un mariage digne de leur fils. Je n'ai pas corrigé ce malentendu, gardant le secret sur mes finances par fierté et pour éviter toute compétition financière. Ethan a essayé de se montrer conciliant, prenant mon parti quand c'était nécessaire, mais me demandant aussi de faire des compromis. J'en faisais souvent plus, car les petits détails importaient moins que son mariage. Quand Victoria a ajouté 50 amis de la famille à la liste des invités, j'ai acquiescé. Lorsqu'elle a critiqué mon choix de gâteau de mariage, le qualifiant de « rustique », et a commandé un somptueux gâteau à 7 étages dans une célèbre pâtisserie, j'ai laissé tomber. La seule chose sur laquelle j'ai insisté, c'était la robe de mariée, une coupe moderne qui me donnait l'impression d'être belle et sûre de moi. Même cela est devenu l'objet de ses insinuations, comme quoi elle l'avait choisi par souci d'économie, pas forcément parce qu'il lui plaisait. Le mariage approchait, je me sentais comme une étrangère à mes propres fiançailles, mais je me consolais en me disant qu'après le mariage, lui et moi construirions notre propre foyer, loin de l'influence de nos familles. Nous avons choisi de vivre dans un appartement du centre-ville, près de notre travail, même si sa mère avait sous-entendu que nous vivrions dans le quartier résidentiel de Blackwood. 3 jours avant le mariage, tout battait son plein. Le lieu était choisi, les fleurs disposées, le menu finalisé. Je venais juste de confirmer avec le photographe que Victoria m'appelait pour m'inviter à prendre le thé ce jour-là. Ethan avait été en réunion toute la journée, m'avait-elle dit, et souhaitait que je lui parle en tête-à-tête avant le mariage. Avec le recul, j'aurais dû déceler la douceur artificielle dans sa voix, mais j'étais épuisée et stressée, voyant là une occasion de renouer avec ma future belle-mère. J'étais loin de me douter que je me lançais dans une embuscade qui mettrait à rude épreuve ma patience et les fondements de ma relation avec la famille d'Ethan. Blackwood House était magnifique sous le soleil éclatant du mercredi. La façade en pierre brillait, l'allée circulaire impeccable. En entrant dans la cour au volant de ma modeste Audi, j'ai aperçu la Mercedes de Richard garée là, une surprise puisque Victoria n'avait pas annoncé sa présence. La femme de chambre, Martha, m'a ouvert la porte et m'a conduite au salon d'apparat au lieu du petit salon où Victoria recevait habituellement ses invités. Un autre présage dont je n'ai pris conscience que plus tard. Victoria et Richard étaient assis là, habillés comme s'ils se rendaient à une réunion d'affaires plutôt qu'à un goûter convivial. Victoria portait un costume bleu marine sophistiqué qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, et Richard portait un costume gris anthracite traditionnel avec des boutons de manchette aux armoiries familiales. « Sophia, merci d'être venue si soudainement, » dit Victoria avec un demi-sourire. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Je m'assis en face d'elle, me sentant soudain plus comme à un entretien d'embauche qu'à une visite familiale. Le service à thé sur la table était resté intact. « Il faut qu'on discute de quelques points avant le mariage, » dit Richard sans détour. « Il faut d'abord régler les affaires pour que tout se passe bien ensuite. » Victoria hocha la tête. Tout mariage réussi repose sur la clarté des attentes et des accords. Mon cœur se serra. De quoi parler?
demandai-je, le cœur glacial à l'idée que cela allait être désagréable. Richard sortit de sa serviette un épais document à reliure bleue et le posa devant moi. Voici le contrat prénuptial rédigé par notre avocat spécialisé en droit de la famille. Il protège le patrimoine familial et stipule ce qui se passe en cas d'échec du mariage. Je ne me suis pas précipité pour obtenir le document. C'est la première fois que j'entends parler de contrat prénuptial, dis-je prudemment. Ethan et moi n'en avons jamais parlé. Il comprend, intervint Victoria. Notre famille possède un vaste domaine protégé depuis des générations. C'est juste une formalité que chacun doit signer en entrant chez les Blackwood. Cela me rend méfiant. Le frère d'Ethan a épousé une banquière, sa sœur un homme politique. Tout le monde n'a pas besoin d'un contrat de mariage pour protéger ses biens? J'ai parcouru le document et constaté qu'il manquait totalement d'équilibre. Il comportait des dispositions qui me laisseraient pratiquement sans le sou en cas de divorce, indépendamment du temps passé ou des contributions. Les biens acquis pendant le mariage appartenaient à Ethan. Et les dispositions relatives à la propriété intellectuelle de mon entreprise étaient également concernées. Le sujet est trop unilatéral, dis-je en essayant de garder une voix neutre. Richard fit un geste de la main en signe de déni. C'est le langage courant pour protéger le patrimoine familial. Il faut comprendre que la fortune des Blackwood est un héritage multigénérationnel. Qu'en est-il de mes actifs? J'ai demandé, à propos de l'entreprise et de la propriété intellectuelle. Victoria ricana. Votre logiciel éducatif est mignon, mais on parle d'une fortune. Sa voix était pleine de mépris. À leurs yeux, j'étais un inférieur et je devais être reconnaissant de pouvoir compter sur une famille riche. La suggestion d'ajouter des conditions à mon entreprise était également du mépris. On peut ajouter une clause concernant votre entreprise, dit Richard avec générosité. Même si on divorce, Ethan sera généreux sans formalité légale. Il aide souvent les plus faibles. Mon visage était en feu, mais j'essayais de garder mon calme. Quand dois-je signer? Demandai-je. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment. Victoria sortit un stylo Montblanc de sa poche. Le mariage est dans 3 jours, je veux d'abord terminer celui-ci. J'ai déposé les documents avec précaution. Je dois d'abord les faire examiner par mon propre avocat. Richard haussa un sourcil. Est-il vraiment nécessaire d'avoir un avocat personnel? Notre avocat est le meilleur de Chicago. J'ai répondu. C'est juste que celui qui le rédige a l'avantage. Mon avocat me représente. Victoria commença à s'irriter. Sophia, cette procédure est devenue courante. Tout le monde la signe. J'ai besoin de 24 heures pour qu'un avocat vienne l'examiner, ai-je dit. Richard et Victoria échangèrent un regard. Il faut qu'on règle ça aujourd'hui, insista Richard. Tu veux dire qu'on doit signer sans avis juridique aujourd'hui, sinon le mariage sera annulé? Ai-je demandé clairement. Victoria dit froidement, la famille Blackwood a une demande immuable. Ethan comprend. Si tu l'aimes vraiment, tu comprendras aussi. Signer ou annuler. Les mots restèrent en suspens. Je regardais Richard et Victoria, certaines de leur pouvoir. Pour eux, je n'étais rien d'autre qu'un choix entre tout perdre ou quitter celui que j'aimais parce qu'on m'avait menti. Je me suis levée et j'ai pris les documents. Je dois parler à Ethan. Victoria dit avec indifférence, il connaît déjà ce poste. Il est peut-être timide de vous parler directement, mais il comprend les responsabilités familiales. C'est ce qui m'a fait le plus mal. Il s'est avéré qu'Ethan savait, mais ne me l'a pas dit. Il faut que je lui parle avant de prendre une décision. Richard se leva également et ajusta son costume. Tu as jusqu'à 9 heures demain matin. Nous avons besoin de ta signature ou de la décision d'annuler le mariage. J'espère que tu feras le bon choix. Victoria termina froidement. Ethan t'aime beaucoup.
Ce serait dommage de le blesser pour une si petite chose. J'ai hoché la tête et suis sorti de la voiture, l'impression de porter un lourd fardeau. En franchissant le portail de Blackwood, les larmes ont commencé à couler. En rentrant chez moi, les rues chics se fondaient dans le paysage urbain familier. J'ai dû m'arrêter 2 fois, car je ne voyais pas bien devant. Le téléphone sonna 4 fois, le nom d'Ethan s'affichant à l'écran. Je ne répondis pas, ayant besoin de temps pour réfléchir. En repensant à l'examen minutieux de Victoria sur ma voiture, au mépris de Richard pour mon modèle économique et à d'autres situations où j'étais sous-estimé simplement à cause de mon origine bourgeoise, je comprenais maintenant qu'il s'agissait d'un système de discrimination. De retour à la maison, j'ai appelé ma meilleure amie Jenna. Elle était furieuse des agissements de Blackwood. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, lui disant que ça me faisait mal que mon petit ami soit au courant mais n'ose rien dire. Jenna m'a interrogé sur le contrat. Je lui ai dit que c'était un document très défavorable, qui incluait une clause visant ma propriété intellectuelle, ce qui était totalement inacceptable. Elle m'a conseillé d'appeler Harold, mon avocat, qui était en charge de mon dossier depuis que mon grand-père était en vie. J'avais promis de le faire. Mais d'abord, il fallait que je parle à Ethan. Quand je l'ai rappelé, il a décroché immédiatement. Il m'a demandé pourquoi j'étais contrariée et inquiète. Je lui ai dit sans détour que ses parents m'avaient tendu un piège avec le contrat et m'avaient demandé de le signer ou d'annuler le mariage, et je lui ai dit que j'étais au courant. Son silence en disait long. Il a admis qu'il ne s'attendait pas à ce que ses parents m'attaquent ainsi, a dit qu'il me le dirait, mais a tardé par peur de m'inquiéter. J'étais en colère. Tu savais et tu les as laissés me piéger? Me protéger? Non, c'est de la lâcheté. Il a dit que j'exagérais, s'est mis en colère et a affirmé que le contrat n'était qu'un simple document juridique que tout le monde signait. Je l'ai mis au défi de le lire attentivement. Il a avoué ne pas l'avoir lu attentivement, car son père disait que c'était un modèle familial courant, une norme immuable. J'ai lu à voix haute la clause concernant la propriété intellectuelle qui pourrait affecter mon entreprise. Il a également été surpris et a rétorqué que son père ne pouvait pas le permettre. J'ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir et je lui ai demandé quel camp il choisirait, ses parents ou le mien. Il a protesté en disant que c'était injuste, qu'il aimait sa famille, mais aussi moi. Je lui ai demandé qui je serais à ses yeux dans 3 jours, entre les 2 camps. Il n'a pas pu répondre. Je lui ai dit que je l'appellerais demain et j'ai raccroché. J'étais assis dans mon appartement, le téléphone toujours à la main, les larmes menaçant de couler, puis l'incrédulité se transformant en détermination. Si les Blackwood pensaient que c'était une question d'argent et de pouvoir, je leur montrerais que j'avais les deux. J'ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié mes comptes. L'héritage de 7,5 millions de dollars avait été fructifié grâce à des investissements judicieux, et la valeur de l'entreprise, qui s'élevait à 1,5 million de dollars, portait ma fortune nette à environ 9 millions de dollars. Ce n'était pas de l'argent de Blackwood, mais suffisamment pour faire la différence. J'avais caché la nouvelle à mes parents, à Jenna et à Harold, l'avocat. Il était temps de dire la vérité. J'ai envoyé un SMS à Harold pour lui dire que j'avais besoin d'un rendez-vous urgent à 7 heures du matin pour régler le contrat de mariage dans 3 jours. Il m'a répondu promptement qu'il serait là à l'heure, avec tous les documents nécessaires. Je suis resté éveillé cette nuit-là, partagé entre colère et anxiété, mais le lendemain matin, j'étais prête. Au bureau, je portais un tailleur gris anthracite, les cheveux tirés en arrière, les perles de mon grand-père me rappelant les valeurs et la persévérance. Harold, un avocat de 72 ans avec 45 ans d'expérience, a lu le contrat et son visage est devenu sérieux. Il a dit que c'était le contrat le plus partial qu'il ait jamais vu. Je lui ai demandé s'il pouvait le contester. Il a souri, confiant qu'il allait non seulement s'y opposer, mais aussi le remplacer par un document équitable qui protégerait mes droits.
Nous nous sommes assis pendant 2 heures pour rédiger un nouvel accord prénuptial qui était équitable, protégeait les actifs et la propriété intellectuelle des deux parties, et Harold a également conseillé sur la présentation. J'avais prévu de rencontrer Ethan en privé d'abord, puis d'aller avec lui convaincre mes parents dans un endroit neutre. Le restaurant chic Lakeview. Après plus d'1 heure de préparation, j'ai appelé Jenna pour prendre des nouvelles. Elle était surprise, mais m'a soutenue, car je ne pouvais pas garder le masque indéfiniment. Nous savions tous les deux que cela demanderait un peu de confiance. Il était temps de retrouver Ethan chez Carlucci, le restaurant italien chic où nous avions fêté notre premier anniversaire. Je suis arrivé tôt et j'ai choisi une table dans un coin tranquille. Ethan est arrivé à l'heure, visiblement épuisé. Il s'est excusé d'avoir blessé mes parents, disant qu'il leur avait parlé, mais en vain. Je leur ai demandé comment ils avaient réagi et il m'a répondu que son père le traitait de faible et que sa mère pleurait parce qu'il avait choisi une étrangère. Mais il n'était pas d'accord, a protesté avec véhémence et a refusé d'accéder à leurs demandes déraisonnables. Il a promis d'appeler tous les invités si le mariage était annulé pour cette raison. Je ne pouvais m'empêcher d'être fier. Il m'a dit qu'il avait passé la nuit chez un ami à réfléchir au nouveau contrat familial, le trouvant trop contraignant. J'ai décidé de lui révéler mon secret, je n'étais pas pauvre. Je lui ai envoyé les rapports financiers. Mon grand-père m'a laissé plus de 7 millions de dollars et une entreprise valant 1,5 million. Il était sous le choc. Il m'a demandé pourquoi je ne le lui avais pas dit plus tôt. J'ai expliqué que je voulais être aimé pour ce que j'étais, pas pour l'argent. Il a été choqué et a admis qu'il y avait un manque de transparence entre nous. Nous avons lu le nouveau contrat équitable que j'ai rédigé ensemble, et il a confirmé qu'il s'agissait d'un accord équitable qui protégeait les deux parties de manière égale. J'ai dit que je voulais un mariage basé sur l'égalité et le respect, et non être la coqueluche d'une famille riche. Il m'a pris la main et a accepté d'affronter mes parents demain pour les aider à comprendre que les choses devaient changer. Nous avons choisi le restaurant Lakeview, un lieu intime et haut de gamme pour retrouver Richard et Victoria. Les parents d'Ethan sont arrivés en retard, comme prévu. Nous avons sérieusement fait valoir que l'ancien contrat était inacceptable, car trop lourd pour nous, et avons présenté un nouveau contrat et des documents financiers. La vérité, soit 9 millions de dollars, a été un choc. Richard et Victoria furent choqués et durent admettre qu'ils avaient dû tout reconsidérer en apprenant que je n'étais pas le « fou commun » qu'ils croyaient. Victoria trouva étrange que j'aie caché ma fortune, et Richard fit remarquer qu'il devait encore réfléchir. Ethan a pris mon parti et a remis en question le comportement de mes parents. Victoria disait qu'ils ne faisaient que protéger leur famille, mais je voyais bien qu'ils utilisaient l'argent pour contrôler leurs relations. Ethan a dit que cela devait cesser. Les discussions ont été tendues mais ont finalement abouti à un accord sur un nouveau contrat et une période de révision. Victoria s'est montrée conciliante, disant qu'elle avait peut-être mal jugé ma position, même si elle n'était pas entièrement d'accord. Richard a admis qu'il devait désormais se montrer plus impartial. À la fin de la réunion, Richard m'a serré la main, m'a qualifié d'adversaire digne de ce nom et m'a promis une future coopération. Victoria m'a accueilli avec plus de respect qu'auparavant. Ethan et moi avons quitté le restaurant en nous sentant unis, plus forts dans notre relation, prêts à affronter ensemble les défis de la famille. 2 jours plus tard, je portais une robe de mariée moderne et signais un contrat équilibré avec la famille Blackwood. Le mariage eut lieu à l'hôtel Drake, avec plus de 200 invités, empreints d'émotion. Victoria est apparue dans une robe bleu clair, est venue me féliciter et m'a offert une paire de boucles d'oreilles en saphir, un héritage familial rappelant la femme résiliente qui a sauvé la famille Blackwood de la Grande Dépression. Avec mon père, qui était fier et ému, je suis entré dans une nouvelle vie, au lieu d'être un étranger, maintenant membre d'une vraie famille. Après notre mariage et notre lune de miel en Grèce,
Ethan et moi avons établi des limites claires avec nos familles et avons vécu ensemble sous le même toit de notre choix mutuel. Les relations avec mes beaux-parents ont également progressivement changé positivement. Victoria a accepté que nous ne participions pas aux activités familiales régulières et Richard a fait preuve de respect pour mon opinion lorsque j'ai été invitée à consulter pour le cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille. Le contrat prénuptial est caché, on ne s'attend jamais à ce qu'il soit utilisé, mais il est un symbole d'égalité dans notre mariage. En repensant à la période tumultueuse qui a précédé notre mariage, je sais que la confrontation et l'honnêteté ont ouvert la voie à une base solide que la commodité n'aurait pas pu fournir. J'ai appris que cacher une partie de moi-même, même pour de bonnes raisons, peut avoir des répercussions. Ethan a appris à résister à la pression familiale pour obtenir de l'amour. Mon esprit est que l'argent ne sert pas à contrôler les autres mais à être indépendant et à avancer. Le mariage est un mélange de deux philosophies, de deux approches de l'argent, de la famille et de la carrière. Pour bien s'entendre, il faut une communication constante, du respect et un engagement ferme envers ses valeurs fondamentales, tout en faisant de petites concessions. 3 jours avant le mariage, j'aurais facilement pu signer un contrat pour éviter les ennuis, ou renoncer à l'amour. J'ai choisi la voie la plus difficile, affronter la vérité, faire face à l'équité et au respect. Cela a déterminé la manière dont Ethan et moi avons construit notre avenir avec sa famille, une relation d'égalité et de respect. J'aimerais savoir si vous avez déjà réagi face à une sous-estimation. Avez-vous déjà montré votre vraie valeur? Racontez votre histoire dans les commentaires. Si cette histoire vous touche, soutenez-moi en aimant la chaîne et en vous abonnant pour vivre avec moi d'autres histoires de victoire et de changement. Merci d'être là. N'oubliez pas que parfois, la plus grande force est de ne pas se laisser aller à moins que ce que l'on est vraiment.